c'est très important. Moi, je souligne juste ce que tu as dit sur le côté de l'art et de la culture. L'art et la culture est extrêmement importante. Il vaut mieux quelqu'un qui soit éduqué, même, je suis désolé qu'il n'y ait pas de travail, mais qui reste avec l'esprit curieux. Il est là, il est tout le temps. Donc, que quelqu'un qui n'a aucune éducation et qui, finalement, est dans des problèmes également d'oisiveté épouvantable. Donc, la culture... c'est pas un luxe, c'est une nécessité, c'est une urgence, que ce soit le théâtre, que ce soit la lecture. Bon, c'est une boussole, parce que c'est à travers ça qu'on peut aussi avoir l'estime de soi-même. Et voilà. Donc, je crois que là aussi, ça se rajoute à tout ce que tu as dit, qui est très important. Et alors, sur les chaînes de télévision, moi, je crois que c'est extrêmement important. Moi, j'étais à un moment donné dans le groupe Canal. Je trouve que bon, c'est très bien de forcer à fond sur les séries, etc. Mais je veux dire, il n'y a pas que ça à montrer. Et cette idée de chaîne panafricaine, en tant que, je dirais, professionnel de l'audiovisuel, je trouve que c'est une excellente idée. Je crois que les jeunes, on avait fait des réunions de jeunes en amont de notre réunion de la jeunesse. Des jeunes s'étaient exprimés en disant « Mais nous, on en a marre, le foot, très bien, il y a plein de chaînes. Le divertissement, il est partout, l'information partout. Mais des chaînes intéressantes sur ce qui se passe dans les autres pays. Comment, je dirais, par exemple, une chaîne du Made in Africa. Du Made in Africa, avec tout ce qui se fait à droite à gauche. Ne serait-ce que ça diffuse les idées et que ça donne des idées d'emploi. Bon, voilà, ça, c'est une chaîne, par exemple, sur laquelle... et la diaspora. Voilà. Donc c'était juste ça. Maintenant, je voulais juste rebondir ça et maintenant je vous passe la parole pour vos questions. Alors, on va se donner parce qu'il y a l'inclusion sociale des jeunes. Alors, nous ciblons les jeunes qui ont achevé leur cycle universitaire, mais qui n'arrivent pas à mettre à profit leurs acquis. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on leur donne accès aux opportunités, aux ressources et aux réseaux nécessaires pour qu'ils valorisent leur potentiel et qu'ils renforcent leurs capacités. Nous accompagnons également les entrepreneurs et les entrepreneuses en herbe ayant du potentiel, de même que les jeunes femmes en zone rurale, porteuses de projets à fort impact économique et social, afin de créer des synergies entre cette main-d'œuvre ou cette jeunesse en zone urbaine non exploitée et ces acteurs économiques à fort potentiel en zone rurale. Donc l'idée serait d'améliorer la chaîne de valeur et d'améliorer leur productivité et ce de manière durable. Alors nous, notre conviction, c'est que on ne peut pas améliorer la vie de ces jeunes à leur place, mais qu'il faut leur donner les ressources nécessaires, le renforcement de capacités nécessaires, mais surtout de manière innovante, en mettant au cœur le digital. Ma question aujourd'hui, est-ce qu'on ne devrait pas améliorer l'éducation, le système éducatif actuel et orienter les potentialités vers les formations, vers nos potentialités régionales aujourd'hui? Parce que tout est axé vers le management, vers les banques, et il y a une saturation dans le marché actuel. Donc c'est ça, on a une jeunesse, on a aujourd'hui 150 000 jeunes chaque année qui rentrent dans le marché du travail, qui n'arrivent pas à s'insérer. Alors il faudrait peut-être mettre en place des formations adaptées pour correspondre à la demande et aux exigences des employeurs. Alors j'ai une autre question par rapport au général Lamine Cissé, qui revient à la thématique paix et sécurité. C'est qu'on devrait peut-être analyser le terme de radicalisation. Qu'est-ce qui pousse les jeunes à se radicaliser? On remarque, si on prend le cas du Mali, on remarque qu'il y a une absence de l'État dans certaines localités du Nord. Donc le motif n'est pas forcément religieux. Alors est-ce qu'il ne faut pas... Il y a aussi le motif, le désir de protection et de pouvoir. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en place des mécanismes pour que l'État soit présent dans certaines localités? Et aussi au Sénégal, on remarque que ce phénomène risque de se reproduire ici. Quels sont les mécanismes qu'on pourrait mettre en place ici? Alors je vous invite également à regarder nos activités sur Eventbridge et voir si vous avez besoin d'informations, je reste à votre disposition. L'histoire des relations internationales et stratégiques à l'ECAD. Bon, ma question, je vais essayer de lier l'intégration et la sécurité. Dans ce sens, bon, je me focalise un tout petit peu sur la présence des bases militaires étrangères en Afrique. Parce que je pense que quand on parle de l'intégration, il faut que les États soient indépendants politiquement, économiquement et militairement. Donc, si on regarde de près, si les bases militaires françaises, américaines sont en Afrique, de notre côté, pour avoir une influence politique sur nos États.
Et est-ce que s'ils ne sont pas indépendants sur le plan politique, économique et autres, est-ce que s'ils veulent être, ils veulent créer une organisation, par exemple l'unité africaine, les États-Unis d'Afrique, que l'on parle, est-ce que ces États-là ne peuvent pas s'opposer un tout petit peu sur certains plans s'ils savent qu'en termes, ça ne les arrange pas? Donc, est-ce que les pouvoirs publics sont en train de prendre en charge cette question-là pour régler en quelque sorte le problème de sécurité par eux-mêmes? Deuxième question. Ma préoccupation concerne sur la qualité du système éducatif. Je pense plus qu'aujourd'hui, pour toute l'Afrique de l'Ouest, le constat, c'est une déconstruction de l'échelle des valeurs morales. Notre système éducatif, il est beaucoup plus porteur, il génère beaucoup plus des jeunes diplômés chômeurs. Et c'est une véritable bombe à retardement, avec surtout la nocivité de la télévision, tout ça. Donc la question, je pense que la solution, si on veut aller vraiment dans des profondeurs, c'est d'aider les États africains à revenir aux fondamentaux de l'éducation, aux valeurs morales. Donc je voulais demander aux experts ici comment concrètement on peut aider les États africains à revenir à ces valeurs morales-là, puisque il est clair qu'on fait beaucoup plus la promotion des gens qui ont du succès et on fait moins la promotion des gens qui ont de la valeur. Merci. Je vais essayer. Je n'ai pas tellement une question, c'est une intervention. Léonie Marin, à l'Institut international de planification de l'éducation de l'UNESCO, chercheur affilié à l'Institut des mondes africains. Je suis très heureuse en fait de vos interventions. Les discussions ont été extrêmement enrichissantes, partant comme on dit en Wolof. Mais il y a aussi une part de manière de faire que j'aime beaucoup qui a été la forme du général Clément, qui est le partage d'expérience. Et à ce sujet-là, j'aimerais revenir sur ce point-là, ou peut-être faire une suite de la présentation de Géliabi, qui est malheureusement parti. C'est sur l'allocation des ressources. Et nous, on a justement un article qui est sorti dans l'éducation et francophonie sur l'allocation des ressources. On fait une étude sur les 31 pays d'Afrique de l'Ouest. Et en fait, on analyse par le ratio élève-maître et par le degré d'aléa la condition de l'allocation des ressources. Et il y a un pays qui a développé un dispositif technique qui est assez, en fait, phénoménal et qui est une partage d'expérience aujourd'hui, qui est le Sénégal, qui a développé l'outil le Mirador. Et c'est une plateforme, un dispositif de management intégré pour la répartition des enseignants. Et en fait, en faisant un partage d'expérience, par la suite, le Mali a été intéressé. On a été donné des conférences avec le Sénégal, même en Afrique de l'Est. Et donc, suite à cela aussi, il y a eu plusieurs conclusions qui sont menées par les cadres en fait, des ministères de l'Éducation en Afrique, qui est notamment aussi de faire de la décentralisation. Donc, on revient aussi au salaire régional, mais de la décentralisation, parce qu'on parle aussi, on n'a pas parlé tout à fait aussi de les inéquités monde rural, monde urbain. Et en fait, cette décentralisation, il y avait notamment comme solution d'employer les enseignants par poste. Bon, je m'arrête ici parce que ça pourrait être très, très long. Je veux juste aussi faire un petit clin d'œil sur les dispositifs de communication, les technologies aujourd'hui. On en a glissé légèrement mot. Moi, je voudrais savoir s'il y a déjà des solutions dans vos expériences propres, si elles ont été mises en place, et si elles ont été utilisées, les dispositifs technologiques, sans, évidemment, théorie de l'enchantement, c'est-à-dire de penser qu'on peut avoir une très grande solution avec les dispositifs techniques. Mais est-ce qu'on a eu des cas où on a démarré des projets, je pourrais parler avec, par exemple, Make Sense, qui parlait d'essayer d'aller voir ailleurs dans d'autres pays, mais parfois c'est compliqué parce qu'on n'a pas les papiers pour ça. Et alors, est-ce qu'il y a des partages d'expérience à ce sujet-là? Vous avez aussi dit ces mots par rapport à cette perspective-là. Merci beaucoup. Chez Make Sense, ici au Sénégal, et je m'occupe notamment des programmes de formation pour les citoyens. J'ai trouvé vos interventions très intéressantes. Il y a beaucoup de sujets qui ont été abordés, insertion sociale et professionnelle notamment, mais il y a un mot que j'ai pas entendu qui est entrepreneuriat. On a parlé créativité, on a parlé trouver des solutions locales adaptées aux contraintes locales sans attendre que ça vienne de l'extérieur. Voilà, pourquoi dans vos réflexions le mot entrepreneuriat n'est pas revenu, et quand juste à la fin vous parliez de la coopération internationale qui était à la recherche de projets à soutenir, moi je peux vous dire qu'on en voit tous les jours des super projets locaux
à soutenir. Mais par contre, quand on essaye d'aller chercher des financements, il y a un gap qui est monumental entre ce que proposent les institutions internationales ou les organismes de développement et ce que peut prétendre aller chercher les petits projets. Donc comment essayer de réduire ce gap et professionnaliser, soutenir aussi la professionnalisation des structures de soutien à l'entrepreneuriat. Merci. Depuis 10 ans, il y a eu 4 violas dans la Méditerranée avec nos jeunes qui sont morts là-dedans. Je rejoins la parole de ce monsieur-là. Quelles sont les politiques publiques qu'on a développées au Sénégal en particulier, en Afrique en général, pour que nos jeunes puissent rêver, Marier ici, travailler ici, se développer ici. Et que 6000 morts à peu près en 10 ans, ça n'émeut personne. Quand il y a eu le problème de la Libye, les chefs africains se sont mobilisés, ont menacé de porter plainte. Nous attendons la plainte, elle n'est toujours pas arrivée. On sait ce qui se passe là-bas, il ne se passe rien. Je pense tout simplement qu'ici, il y a quelqu'un qui a parlé de valeurs et en Afrique, on a changé d'auxiliaire. Il fallait être, maintenant il faut avoir, simplement. Et que c'est une question d'éducation aux valeurs. Il n'y a plus de scoutisme, il n'y a plus d'amitié, il n'y a plus de sport. On fait du sport où il n'y en a pas. Je pense que les jeunes aujourd'hui ont besoin de rêver et de savoir ce qu'ils ont, ce que nous avons dans notre coffre-fort. Qu'est-ce qu'il y a dans notre coffre-fort que les jeunes peuvent aller chercher et décider de vivre avec. C'est tout ce que je voulais dire et c'est ça qu'il faut adopter à une politique publique. Bravo. Ma question est de savoir, est-ce qu'il ne faut pas qu'on s'attaque au fondement, c'est-à-dire à la cause de cette radicalisation? Ma conviction, elle est que, plus que des considérations religieuses, c'est surtout l'exclusion, c'est surtout la pauvreté qui constituent le lit de cette radicalisation. Je le dis pourquoi? Parce que tout à l'heure on discutait. Je veux dire, les enfants du général Cissé, les miens, les enfants de quelqu'un d'autre qui n'ont pas faim, je veux dire, qui reçoivent une éducation à côté de l'éducation que l'État leur donne, n'auront jamais la possibilité de se radicaliser. La question qui se pose est, avec tous les moyens qui sont investis pour essayer d'arriver à bout de ce terrorisme, je pense que si un tout petit peu aussi était consacré à lutter contre cette pauvreté, à lutter contre l'exclusion. Pourquoi? Parce que la personne qui prend le choix d'aller se faire exploser, c'est parce qu'il n'a plus un quelconque rêve devant lui. Je pense que c'est une question qui peut être creusée. La deuxième question, toujours aux généraux, c'est une question un peu osée, on va dire. Je suis sûr que les étudiants m'en voudront et surtout mes collègues de l'enseignement supérieur. Est-ce que, et de l'éducation, est-ce que, en tenant compte de l'expérience que le général Bollé a dit tout à l'heure, est-ce qu'il n'est pas l'heure de militariser, et je pèse bien le mot, l'éducation, c'est-à-dire de la base au supérieur? Simplifie généralement à Barkhane, G5 Sahel. On a l'impression que c'est que ça. Je prends souvent cette image pour bien expliquer les choses. Quand vous avez un accidenté de la route, un type qui est en train qui a une hémorragie et pour le soigner, vous avez deux choses à faire. La première chose, c'est d'arrêter l'hémorragie. Donc, quelque chose de très violent, coup de poing, qui permettent de stopper l'hémorragie. Ça, c'est Barkhane. Ça, c'est le G5 Sahel. Mais après, il faut soigner le malade. Soigner le malade, c'est tout ce que vous dites. C'est toute la dimension de ce qu'il faut faire, qui n'est pas militaire, qui est en termes d'éducation, en termes d'investissement national, en termes de prise en compte, d'inclusivité et de prise en compte de l'ensemble du développement du pays, etc. Parce que bien évidemment, ce terrorisme, il naît sur la misère qui traîne dans ces régions-là. Voilà. Et donc, très souvent, on simplifie. On pense que Barkhane et le G5 Sahel, ça va suffire pour arrêter le terrorisme. Mais non, pas du tout. Ça arrête l'hémorragie, ça ne soigne pas le malade. C'est beaucoup plus, il faut être beaucoup plus ambitieux pour soigner le malade. La deuxième affaire, moi je ne suis convaincu que d'une chose. C'est qu'on dit dans l'armée que la rigueur et la discipline sont les fondements
du fonctionnement des armées. Je crois que ce n'est pas seulement pour le fonctionnement des armées que la rigueur et la discipline, et elle prend de multiples formes, sont des valeurs inestimables. Moi, j'ai eu l'occasion, comme je vous en ai témoigné, de l'introduire dans mes programmes. Et quand j'arrive dans un pays et que je présente au président ou au Premier ministre le programme de service civique qu'on veut lui mettre en place, moi, si je ne le fais pas avec le concours d'un encadrement militaire, mais l'encadrement militaire, il ne sert qu'à encadrer le programme, à amener ces valeurs de rigueur et de discipline. Je ne fais pas le programme. S'il me dit non, nous on ne veut pas de... Bon, eh bien, très bien, mais vous le faites tout seul, mais moi, la plus-value de la rigueur et de la discipline dans ce type de programme, qui sont pourtant dédiés uniquement aux jeunes, qui ne sont pas du tout militaires. Ce qu'amène la machine militaire, c'est la vertu de rigueur et de discipline, c'est tout. C'est pas le maniement de la Kalachnikov. Moi, je suis persuadé que ce sont des valeurs qui, au-delà d'être militaires, sont surtout universelles. Merci, Général. Ils n'ont pas de perspective. Ils sont sans emploi, ils n'ont rien. Donc, c'est comme les mercenaires. Ce n'est pas des terroristes, les mercenaires. Bon, ils cherchent les gens, ils cherchent de l'argent. Vous le payez, ils vous font tel travail. C'est parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Quelqu'un peut avoir son doctorat et tout, s'il n'a pas de travail et qu'il cherche coûte que coûte de l'argent par tous les moyens, il peut être tenté. Ça, c'est une raison qui s'explique par le manque de travail, par le chômage, et qui frappe surtout les jeunes. Cette conférence et tant d'autres qu'on fait, c'est justement pour inverser la tendance, pour que les jeunes ne soient plus tentés par le radicalisme, n'aillent plus chercher un métier là-bas. Donc, tout ce qu'on dit là, l'immigration, Sarkozy, sélectionner, prendre les têtes et tout, les amener, tout ça, c'est pour réduire ça et leur donner du travail ailleurs. Donc, ça, c'est le premier, le premier élément qui justifie pourquoi ils vont terroriser. Le deuxième élément, c'est qu'ils sont déjà radicalisés dans leur vie sociale. Ils changent de mentalité. Quand on change de mentalité, on change de comportement. Ils changent de mentalité parce qu'on leur parle de religion. Il y a des gens qui croient, on leur parle de foi, etc. Ça, c'est plus difficile. Parce que celui qui cherche de l'argent pour de l'argent, il s'engage, il met son physique, son talent, il a de l'argent et ça va. L'autre, dès qu'il intègre ce système, il est difficile de le ramener en arrière. Il est radicalisé. Ça, c'est plus difficile. Je dirais pourquoi, d'ailleurs, tout à l'heure, parce que lui, en général, c'est parce qu'il ne comprend pas sa religion. J'ai dit tout à l'heure, que ce soit chrétien ou pas, là, je ne répète pas ça, mais je donne un exemple. Les djihadistes viennent quelque part, dans des zones grises, etc. Ils viennent, ils se mettent dans les mosquées, ils prient avec eux, etc. Et ils vous disent, en matière de religion musulmane, il n'y a pas de contrainte. Pas de contrainte. Vous venez, vous voulez pas. Ils prient derrière votre imam. Pendant ce temps, les bailleurs de fonds travaillent en douce, envoient l'argent, envoient l'armement en douce et envoient ce dont les populations ont besoin. Si ces populations mangent du riz, ils amènent du riz. Si les populations mangent des ignames, comme dans le pays de l'Afrique centrale, ils leur donnent à manger. Et puis, ils leur donnent un peu d'argent pour cuisiner ça. Et petit à petit, ils s'intègrent. Et les populations disent, mais ils sont gentils. Et en plus, c'est nos frères musulmans. Ils commencent à tomber dans le panneau. Une fois qu'ils sont sûrs qu'ils sont puissants, parce que tout l'armement est là, et l'argent est là, maintenant, ils exigent de prier devant, d'être imam de mosquée. Et puis, ils disent maintenant, on applique la charia. Couper, etc. Vous faites l'adultère, on fout 100 coups de pied. Bon, si on faisait ça au Sénégal, il y aurait beaucoup de coups de fouet. Bon, voilà. Alors, petit à petit, après vous le dites, mais vous avez dit qu'il n'y a pas de contrainte dans l'islam. Ça, c'est quand on est faible qu'on le dit. Non, il faut passer à l'autre. C'est marqué effectivement dans le Coran. Il n'y a pas de contrainte. Mais on le dit, nous, quand on est faible. Une fois qu'on est fort, on oublie ce passage.
Voilà, donc ils sont pris dans un guet-apens. Mais rapide alors. Et c'est ce qu'on appelle les zones grises, développer les zones frontalières, etc. Tout ce qu'on fait là, c'est pour que les populations là n'aient pas à tomber dans le champ du terrorisme parce qu'ils n'ont rien à manger, parce que, etc., etc. C'est comme le trafic de drogue. Vous allez dans certains pays d'Afrique du Nord, je ne cite pas le pays, ils font du trafic de drogue. Et on leur dit, maintenant, on va faire de la substitution. Vous allez cultiver autre chose et laisser tomber la drogue. Ah oui, mais donnez-nous quelque chose qui est équivalent. Vous ne pouvez pas leur donner quelque chose d'équivalent. Qu'ils cultivent le riz, le mil, les tomates, les pommes de terre, etc. C'est pas possible. Un hectare de drogue ou quelques plants de drogue coûte plus cher, ils gagnent beaucoup plus d'argent. Donc l'État ne peut pas leur donner de substitution et ne peut pas leur donner l'argent dont ils ont besoin. Ils vivent de ça, ils sont très riches. Bon. J'ai vu dans les îles du Sine Saloum, il y a peut-être vers les années 88, on rentre dans des maisons, mais c'est plus luxueux que Sénégal, qu'à Dakar. Parce que les gosses commençaient à vendre de la drogue, à cultiver du chanvre indien, mais ils ne consomment pas. Ils ne consommaient pas. Ils vendaient et ils achetaient des télévisions et n'importe quoi et tout ça là. Donc c'est ça. Donc la deuxième chose, c'est la croyance. Cette croyance-là, maintenant, il faut anticiper. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, El Bachir et tout ça, Bakary Samb, l'éducation. On le dit dans le Coran, Dieu a dit telle chose. Oui, Dieu a dit ça. Voilà, il faut appliquer. Le gosse ne comprend, il comprend pas. C'est vrai, dans le Coran, il a dit ça. Voilà la traduction. Ah oui, ça c'est vrai, il faut qu'on applique ça. Dieu a dit ça. Mais si le gosse, vous l'avez amené à l'école coranique et n'importe quoi, en tout cas, qu'il connaisse, qu'il ait une connaissance un peu de sa religion, il dira aux djihadistes, oui, d'accord, Dieu a dit ça ici, mais là-bas, là, il a dit le contraire. Mais, oui, tu peux le faire, toi, le brouillon. Nous, on a un brouillon. On écrit après, ah non, c'est pas bon. On efface, la gomme là, c'est pour effacer, on efface et on écrit autre chose. La parole de Dieu, on ne peut pas l'effacer. La parole de Dieu. Comment tu peux barrer la parole de Dieu? Tu la laisses là où elle est et tu écris l'autre parole qui contredit celle-là. C'est Dieu qui a dit. Tu ne peux pas, toi, enlever ça. Dans le Coran, c'est ça. C'est le dernier qui est venu. Les autres ont changé un peu, on peut changer, on peut machiner. Mais le Coran, on a tout laissé. Il dit ça, et puis après, ah non, bon, là, je dis ça, les circonstances ont changé. Vous pouvez avoir une femme, 2 femmes, 3, 4, etc. Hop, il s'arrête là. Mais allez prendre 10 maintenant, vous dites, ah, dans le Coran, là, et tout. Bon, donc, la méconnaissance de sa propre religion, qu'elle soit catholique ou religion, contre les gens qui vont à l'église le dimanche, à l'époque de Monseigneur Lefebvre, c'est lui qui a baptisé notre génération de catholiques. Mais tous les dimanches, les enfants, nos copains, étaient à l'église. Bien sûr. Ils connaissent quand tu leur dis telle chose dans la religion, oui. L'Assomption de Marie, vous dites non, l'Assomption c'est ça. C'est pas l'Ascension. L'Assomption c'est ça. C'était une croyance. Maintenant, c'est devenu liturgique depuis 1950. Ils connaissent ça. Et l'avantage des djihadistes ou de la religion musulmane, c'est que ils connaissent les religions antérieures, c'est dans le Coran. Le gars, Dieu te parle de Moïse, te parle de ça, etc. Quand vous regardez le Coran, il vous définit d'abord, il dit d'abord au prophète ce qui s'est passé avant. Moïse est venu, il a dit ça, Jésus est venu, il a fait ça. Donc tu connais la Bible, tu connais le Testament. C'est là-dedans, Injil et tout. Ensuite maintenant, l'autre partie, c'est les petits trucs. Il répond dans des sourates très courtes. Non, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais toutes les longues sourates, c'est de l'histoire. L'histoire religieuse. Voilà donc les phénomènes qui font que les gens partent. Les parents doivent réagir. L'éducation à la base. L'éducation familiale. La présence des bases militaires. Vous savez, on dit, pour ne pas dire base militaire, on nous a taxé ça. On était en réunion, il y avait la Mauritanie, il y avait des pays communistes à l'époque, le Mali, la Guinée-Bissau, etc., etc. Ah non, cet article-là ne passe pas. Il faut que les bases militaires quittent les pays. On dit non, nous, Sénégal, on n'a pas de base militaire, de base étrangère.
on a donné des facilitations à la France. Et puis, ça passe pas. On se bat sur ça et ça passe. Les bases militaires, c'est qu'il y a un intérêt. Il y a un intérêt. Ça influence la politique, peut-être, du pays, mais il y a un intérêt. S'il n'y avait pas d'intérêt, on ne l'aurait pas fait. Alors, donc, je viens à la souveraineté. La souveraineté, vous avez un espace, une superficie de terrain, un territoire. Ça ne suffit pas pour avoir une nation. Vous avez dans ce territoire des individus, des hommes et des femmes, des filles, des enfants, etc. Ça ne suffit pas. Il faut diriger ces gens-là. Vous avez des institutions, quelles que soient. Soit c'est un roi, soit c'est une république, régime présidentiel ou parlementaire, ou c'est un coup d'État, donc de facto, etc. Donc, vous avez ces trois entités. Quand vous avez ces trois entités, maintenant, vous avez une nation, un peuple, un territoire et un système de commandement de ce territoire. Je dis commandement, de direction, de gestion de ces gens-là. Vous avez une nation et vous avez la responsabilité de rendre cette nation invulnérable. La protection des populations à l'intérieur et la protection des frontières internationalement reconnues. À partir de ce moment, vous avez la souveraineté de l'État. Mais la souveraineté est liée à certains intérêts. Il y a quelques intérêts, 4. Vous avez l'intérêt stratégique du pays. Ça, c'est important pour moi de faire ça. C'est très stratégique pour mon pays. C'est bon, c'est bon. C'est la première phase. Deuxième phase, l'intérêt national. Ça, c'est toute la nation qui est concernée. L'intérêt stratégique peut être à une frontière. L'intérêt national, c'est toute la nation qui est intéressée par ce fait-là. Donc, on défend l'intérêt national. Ensuite, il y a l'intérêt vital. On ne peut pas transiger. Sinon, le pays sombre, c'est un intérêt vital. Les pays ont ces trois intérêts. On dit j'étais présent, on dit à un chef d'État, les ressources là que vous avez dans votre pays, tel type de ressources, on est à Schattenhausen, l'uranium, c'est un intérêt vital pour mon pays. Ah, il faut faire attention. Quand tu veux changer le prix de l'uranium, ou le prix du phosphate au Togo, quelque part, ou le prix du pain, le khebes là, le pain arabe là, dans le Maghreb, ou le prix du pain, le pain normal chez les Français, ou le prix du riz, vous voulez augmenter comme ça, il faut faire très attention. Donc, les gens ont certains intérêts. Ça, c'est vital. Si tu touches à ça, mais le pays meurt. En plus de ça, maintenant, il y a les intérêts de puissance. Ça, depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a des pays qui ont l'arme nucléaire. On dit ça, c'est l'intérêt de puissance. C'est les 5 membres du Conseil de sécurité qui peuvent parler d'intérêt de puissance. Et c'est entre eux qu'ils gèrent ça. Hein? Les gars, là, le Canada ne fait pas partie. Les Français, tout ça, là. L'intérêt de puissance, ça, ils ont l'arme nucléaire. Nous, on ne peut pas faire ça. Et c'est eux qui contrôlent qui doit avoir ou qui ne doit pas avoir l'arme nucléaire. Pour faire un 6e, un 7e. Vous pensez à l'Iran, vous pensez à tout ça, là. Donc, voilà les intérêts. Alors, la lutte contre la pauvreté peut réduire le terrorisme, c'est ça, c'est une question aussi. Ça, c'est un débat. Certains disent que la pauvreté est la cause du terrorisme. Certains disent que non, c'est pas la pauvreté. En tout cas, hier, une dame a dit aux Nations Unies, c'est le terreau fertile pour le terrorisme, la pauvreté. Certains croient à ça. C'est ce qu'on croyait tous au début. Mais maintenant, certains pensent que ce n'est pas ça seulement. Ce n'est pas la pauvreté qui engendre l'effet terroriste. Mais on peut dire que la pauvreté est un accélérateur de l'effet terroriste. C'est ce qu'on a tendance à dire maintenant. Mais on ne peut pas dire que ce que vous dites là est faux. Il y a un lien fort entre le terrorisme et le sous-développement dans un pays quelconque donné. Je pense avoir répondu aux questions pour lesquelles je dois répondre.
Je peux répondre à certaines questions aussi économiques, l'éducation et tout, mais je reste dans mon domaine précis. Je pense par exemple à Mme Diouf qui a montré donc la disponibilité de son service. Il y a Mme, je ne sais plus qui, comment, c'est ça, voilà. Make sense. Donc, merci beaucoup. Je pense que les jeunes, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, les jeunes vous ont bien entendu. Ils se manifesteront. Pour les autres, également, je remercie l'UNESCO, le conseiller à l'ONU, monsieur Bazé, voilà. Donc, nous vous remercions également pour ce que vous nous avez apporté comme élément de réponse et d'éclairage. Ce sont des contributions. Je pense que l'enseignement des valeurs, il l'a bien dit, revoir un peu les contenus donc, de nos enseignements. Alors, il y a madame qui demandait que les recommandations sont seulement d'ordre national, c'est-à-dire par pays, et qu'il fallait trouver donc un link pour que ce soit des recommandations régionales ou sous-régionales. Je pense que nous allons aller dans ce sens-là. Le GIAF, c'est justement pour cela que nous travaillons avec des universités pratiquement aujourd'hui, parce qu'il y a le RESAO, le réseau donc, oui, il y a le RESAO qui est là, qui essaie d'harmoniser un peu les maquettes d'enseignement de l'ensemble des universités de la sous-région. Donc, si également au niveau de l'enseignement secondaire, l'enseignement moyen et l'enseignement élémentaire, on arrivait à avoir également des curricula un peu similaires, ce serait bien. Mais Juliabi, il a insisté là-dessus que c'est aux États et peut-être même à la sous-région de revoir un peu les contenus que nous transmettons à nos enfants. C'est malheureux, il faut reconnaître que c'est du discours jusqu'à présent. C'est toujours à l'état de discours. Moi qui vous parle, je suis sociologue de l'éducation. J'interviens quelquefois au niveau donc de mon pays pour voir dans des politiques éducatives qu'est-ce qu'il faut. Mais j'avoue que, comme dit le général, les puissances également ne nous laissent pas les mains libres. Parce qu'il y a dans les politiques éducatives des acteurs non nationaux, comme les PTF, les partenaires techniques et financiers, qui participent à la définition des contenus et des orientations de notre système éducatif. Et aujourd'hui, qui d'entre nous peut dire celui qui a décidé par exemple du système LMD? On a fait un arrimage au système. Si on ne s'arrime pas, on nous enseigne plutôt les risques, mais jamais les avantages. On ne nous dit pas si vous ne vous arrimez pas, qu'est-ce qui peut être positif. Mais si vous ne vous arrimez pas et que vous ne comptabilisez plus de crédit, donc vos diplômes ne seront pas reconnus. Or, nous sommes tous pratiquement des malades de diplômes. Oui, on y croit tellement à ces diplômes. Doctorat, baccalauréat, ou je ne sais pas. On y croit. C'est une médaille qu'on nous a fait croire et à laquelle nous croyons fortement. Moi qui vous parle, j'y crois, moi. Donc, oui, je ne vais pas me soustraire. C'est le système. Donc, c'est pour vous dire, Juliabi a raison. Tout à l'heure, il disait, revoyons les contenus. Et en fonction de nos besoins, définissons une nouvelle politique éducative en conformité avec nos propres valeurs. Et la réalité. Okay. Et nos réalités. Bon, bref, c'est un débat, on peut continuer. Et je pense qu'il y a une autre question juste sur l'entrepreneuriat. Bon, voilà, c'est pour lui dire que la question va arriver dans modèle économique et emploi.